Le 26 février 2003 à Paris, Julie Imbard entend un bruit assourdissant. Elle se précipite sur le palier et découvre que son père vient de se faire abattre. Je me mets à terre pour attraper la main de mon père et essayer d'empêcher l'hémorragie. Je crie « Papa, bats-toi, bats-toi ». Le tireur n'a laissé aucune chance à Francis Imbard, un homme de 58 ans. Pas de signe de lutte, ça a été extrêmement rapide. La victime n'est pas n'importe qui. Francis Imbard est propriétaire de 2 gros établissements de nuit. C'est lui qui va relancer l'after parisienne. C'était pas du tout un professionnel, pour lui c'était un monde étrange. Qui est l'individu qui a appuyé sur la gâchette? Une femme est conduite? Francis Imbard mène une existence sentimentale qui parfois a été plus ou moins agitée. Un débiteur acculé qui ne pouvait plus honorer sa dette? Ou bien faut-il chercher dans le monde impitoyable de la nuit? Les discothèques, c'est une clientèle difficile. Qui pouvait lui en vouloir au point de le tuer? J'ai vu l'homme qui a tué ton père. Je traverse la cour, mais j'ai pas vu son visage. Les gens nous le disent, mais à la police, ils se taisent. On a tous dit arrête ça, nous on veut pas de cette vie-là. Francis Imbard n'a pas voulu tenir compte des avertissements qu'il avait reçus. Il l'a payé de sa vie. Il disait, de toute façon, quels que soient les ennuis que j'ai, je vais toujours rebondir. Ah, mais face à une arme à feu, on a beau être intelligent, ça arrête pas les balles, quoi. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aéry, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur les derniers développements de cette affaire. Il y a 7 ans, nous avions consacré un numéro de non élucidé au meurtre de Francis Imbard. En février 2003, cet homme d'affaires de 58 ans avait été abattu sur le palier de son très bel appartement parisien. Un meurtre froid, aux allures d'exécution. Très vite, les policiers de la brigade criminelle se sont intéressés aux activités professionnelles de la victime. Car Francis Imbard possédait un restaurant et une boîte de nuit branchée. L'enquête se concentrait alors sur le monde de la nuit, un univers qui a ses règles du jeu. Francis Imbard les avait-il sous-estimés? Sa réussite faisait-elle des envieux? A-t-il été la cible d'un contrat? Je vous propose de revenir sur toutes les étapes de cette affaire et d'en découvrir les derniers développements, des rebondissements qui permettent d'espérer une prochaine élucidation. Place Victor Hugo, au cœur du 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus bourgeois et commerçants de la capitale. Ce matin du mercredi 26 février 2003, le quartier est en pleine activité. À quelques mètres de la place, au 50 rue Copernic, un magnifique immeuble haussmannien. Francis Imbard, patron d'une grosse boîte de nuit et d'un restaurant parisien, habite un très grand appartement de 320 mètres carrés qui occupe tout le dernier étage. Le reste de l'immeuble étant loué à de prestigieux cabinets d'avocats. Francis Imbard, séparé de son épouse, vit avec ses 2 enfants, Julie et Lionel, des jumeaux de 25 ans. Ce matin-là, il se réveille tard et se prépare pour aller travailler. C'était une matinée normale. J'étais en train de prendre un thé dans la cuisine. Il donnait des sous à la femme de ménage pour les courses. On était en train de dire ce dont on avait besoin pour la maison. Il me dit ça va, très bien. Il me fait un bisou sur le front et il me dit bonne journée, à ce soir. Et il part comme ça. 10h45, Francis Imbard sort de son appartement. Au même instant, Julie sursaute en entendant un bruit qu'elle a du mal à identifier. Pour moi, c'est la porte en métal d'entrée d'immeuble qui est tombée. C'est un bruit, mais fracassant, c'est tellement fort que... Enfin, c'est pas du tout le bruit d'un coup de feu comme on entend au cinéma. Ça n'a rien à voir. Je vais voir en me disant, bon, j'espère que c'est pas l'ascenseur qui s'est cassé. Mais je me dis pas que c'est un coup de feu. Mais je marche quand même vite pour voir parce que papa venait de sortir. Julie sort précipitamment sur le palier. L'odeur de poudre, j'ai un souvenir, mais ça m'a complètement... J'ai tout compris avant de voir, donc après je pensais qu'il y a une chose, c'était à mon père. Et je crie non, et je dis à la femme de ménage d'appeler les pompiers. Et je me mets à terre pour attraper la main de mon père et essayer d'empêcher l'hémorragie. Je comprends très vite qu'il n'allait pas survivre à ça, donc je lui dis que je l'aime, je lui dis que mon frère l'aime, que ma mère l'aime. Et j'essaye d'être le plus présente possible. Il me tient très très fort la main, donc je sens qu'il est là. Le temps paraît très 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 long. Et le premier pompier qui regarde, je lui explique
On lui a tiré une balle dans la tête, parce que c'est pas comme au cinéma, quoi. On voit pas l'orifice d'entrée, c'est pas évident. On met du temps à comprendre où c'est, pourtant c'était sous mes yeux. Pourtant il tenait sa joue, donc c'était là. Donc je lui explique, et là je sens, il devient blême, il regarde probablement son chef, et son chef lui dit massage cardiaque tout de suite. Donc je m'éloigne, mais je garde toujours la main de mon père dans la mienne. Prévenu par téléphone, Lionel Imbard, le frère de Julie, se précipite sur les lieux. Je monte à fond les escaliers et là je découvre la scène avec papa allongé, en train d'être réanimé par les pompiers. Je me rappelle, je crie « Papa, bats-toi, bats-toi !» Je crie comme ça. Je me rappelle qu'ils disent qu'il y a un battement de cœur à ce moment-là, donc j'ai presque l'impression qu'il m'a entendu. Sur le moment, je pense essentiellement à me dire est-ce que finalement, est-ce qu'il y a une chance minime qu'il s'en sorte. Et puis, petit à petit, je comprends qu'il n'y aura plus rien à faire. Les pompiers suspendent la réanimation cardiaque. Francis Imbard est déclaré mort à 11h25. Un tireur l'attendait sur le palier. Il l'a abattu d'une seule balle en pleine tête avant de s'enfuir. La brigade criminelle de Paris est saisie de l'enquête. Avant tout, les policiers fouillent la victime et retrouvent dans la poche de sa veste son portefeuille contenant 300 €. Ils notent aussi que Francis Imbard porte toujours à son poignet une montre suisse de très grande valeur. Il ne s'agit donc pas d'un crime crapuleux. Les enquêteurs poursuivent alors leur constatation sur la scène de crime. Le corps de la victime gît sur le dos en travers du palier. Les pieds dans l'embrasure de la porte, la tête en direction de la rambarde en fer forgé noir. Une large tache de sang macule le sol à cet endroit. Éparpillés autour du corps, on retrouve tous les objets que la victime tenait dans ses mains. Des clés, un stylo, un téléphone portable et un gros agenda en cuir rouge. Des techniciens de l'identité judiciaire dépêchés sur les lieux font tout leur possible pour trouver une empreinte biologique du tueur. Le palier est passé au peigne fin. Mais la mission n'est pas aisée. Donc c'est effectivement le paradoxe de cette scène qui est dans un endroit où, étant un endroit ouvert, en tout cas semi-ouvert, un escalier où il y a du passage, eh bien tous les ADN peuvent s'être déposés, toutes les traces peuvent être là, sans compter toutes les traces des secours. Une scène de crime polluée et un tueur qui a certainement pris de sérieuses précautions. Les recherches de l'identité judiciaire sont vaines. Aucune empreinte digitale ou génétique lui appartenant n'a pu être trouvée. En revanche, le tireur a laissé derrière lui d'autres indices très intéressants. Dans le mur du fond, un impact de balle est découvert. Il est situé à 93,5 cm de hauteur et à 30 cm de l'angle du mur. Juste en dessous, sur le sol, les techniciens retrouvent un projectile déformé. Et près de la main gauche de la victime, sur le paillasson, ils saisissent une douille percutée, portant les inscriptions S et B. Cette dernière est envoyée dans un laboratoire avec l'espoir de retrouver de l'ADN du tireur ou une empreinte digitale. Les résultats sont négatifs. Ces indices balistiques nous apprennent qu'il n'y a eu qu'un seul tir et que le tireur s'est servi d'un Colt 45 chargé d'une munition de gros calibre, du 11-43. Une arme très bruyante et redoutable. Ce type de munition est vendu à des milliers d'exemplaires chaque année dans notre pays. Il est donc quasi impossible d'en tracer l'achat. La balle utilisée, au-delà d'être d'un calibre parmi les plus gros existants, n'est pas une balle comme les autres. La munition elle-même est intéressante puisque c'est une munition rechargée avec une balle de plomb. En effet, les cartouches de marque Cellier-Bello ne sortent pas dans le commerce avec des balles de plomb. Donc il s'agit bien d'une cartouche manufacturée de manière artisanale. On s'attendrait plutôt sur un tir professionnel à des balles du commerce blindées sorties d'usine. Ils sont réputés plus fiables que les cartouches rechargées. Professionnel ou pas, le tireur est tout de même suffisamment aguerri pour fabriquer ses munitions lui-même. Le corps de Francis Imbard est transporté à l'Institut médico-légal de Paris, dans l'espoir que l'autopsie permette de mieux comprendre ce qui est arrivé. Sa mort a été causée par le tir unique du Colt 45, chargé de la balle de 11-43. L'autopsie précise que le tir en pleine tête a été effectué à bout touchant, c'est-à-dire que le canon de l'arme est entré en contact avec la peau de la victime. L'orifice d'entrée se situe à 3 cm, sous l'orbite de l'œil droit. La zone présente une forte ecchymose. L'orifice de sortie de la balle se situe, lui, derrière le lobe de l'oreille gauche. Le tir a donc suivi une trajectoire descendante, de la droite vers la gauche et d'avant en arrière.
Ce dont on est sûr, c'est que la position où tombe la victime, la hauteur de l'impact dans le mur et la trajectoire dans la tête est compatible et cohérente avec une victime debout au moment où elle prend le tir. Le corps de Francis Imbart fournit d'autres informations très importantes. Pas de signes de violence, pas de signes de lutte, pas ce qu'on appelle les lésions de défense. Donc on comprend un petit peu que ça a été extrêmement rapide et les lésions tout de suite mortelles vu la situation du tir. On peut donc en déduire de manière certaine que Francis Imbart a été abattu dès qu'il a passé le pas de la porte. Il n'y a pas eu de corps à corps. Le tueur ne lui a pas asséné de coups. Il a immédiatement dégainé son arme et tiré. Jean-Marc, quand nous nous sommes intéressés à cette affaire, nous avons contacté la famille de la victime, comme nous le faisons systématiquement. Nous avons alors rencontré les enfants de Francis Imbart, Julie et Lionel, et leur histoire nous a beaucoup touchés. Julie et Lionel ont perdu leur père dans des circonstances effroyables. Ils étaient sur place et ils l'ont vu mourir. Imaginez le traumatisme que ça représente. Et puis ils étaient en colère. Ils étaient en colère parce qu'ils estimaient que la justice n'avait pas mis tous les moyens en œuvre pour identifier, arrêter et poursuivre l'auteur du meurtre de leur père. Julien Imbart m'a raconté que quand le procureur et les enquêteurs sont arrivés sur place, personne n'est venu la voir pour lui demander comment ça allait ou lui expliquer ce qu'il se passait. Elle a dû attendre de longues heures avant d'être emmenée au 36 quai des Orfèvres pour faire sa déposition. Est-ce normal que les enquêteurs fassent preuve d'aussi peu de sollicitude à l'égard de la famille de la victime ? Il ne faut pas oublier que la plupart des homicides sont commis par l'entourage de la victime. On évite donc de leur communiquer un certain nombre d'informations. Et puis notre métier, c'est d'enquêter, c'est pas d'être dans le compassionnel. Si on était sans arrêt dans le compassionnel, on y perdrait des plumes. Il faut savoir qu'une brigade criminelle comme celle de Paris traite entre 80 et 100 homicides par an. Il faut bien prendre un peu de distance, il faut bien se blinder un peu. Sans ça, on ne survivrait pas à tout ça. Revenons au début de l'enquête. Il est clair que Francis Imbart a été exécuté, victime d'un véritable guet-apens. Comme il était patron de boîte de nuit, la juge d'instruction en charge du dossier a tout de suite pensé à un règlement de compte entre voyous. Mais je me souviens que pour vous, cette piste ne collait pas avec le mode opératoire. Effectivement, c'est l'utilisation d'un calibre 11,43 qui peut faire penser à un règlement de compte. C'est une arme fréquemment utilisée dans ce genre de situation, notamment à Marseille. Mais dans les règlements de compte, le scénario est bien souvent très différent. Le ou les tueurs arrivent à moto, par exemple, ils sont casqués, ils tirent à plusieurs reprises sur leur victime pour s'assurer de son décès, et ils repartent le plus rapidement et se fondent dans la circulation. Alors que dans notre affaire, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Non, absolument pas. Là, le tueur est resté pendant près de 3 quarts d'heure sur le palier en attendant la sortie de sa victime. Il n'a tiré qu'un seul coup de feu. Ensuite, il a descendu les 5 étages à pied. Il pouvait croiser n'importe qui à tout moment. Ça traduit quand même un certain amateurisme. Pour tenter d'identifier ce meurtrier, les policiers de la brigade criminelle vont maintenant étendre leur champ d'investigation à tout l'immeuble. Chaque témoignage, chaque indice peut s'avérer déterminant pour la suite de l'enquête. Tout l'immeuble a été soigneusement inspecté par l'identité judiciaire. Et un mégot de cigarillo a été trouvé au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée. Il est immédiatement mis sous scellé. Ce scellé a été conservé dans les locaux de la brigade criminelle, ou en tout cas dans les scellés judiciaires, sans avoir jamais été exploité. Je trouve ça hallucinant que le scellé numéro 1, il n'y ait même pas de recherche qui soit faite. Sur l'ADN présente sur le cigarillo. Finalement, quand il décide de le faire, donc il s'est passé plusieurs années, et on ne peut pas... rien ne ressort concrètement puisque c'est trop dénaturé et abîmé. Sans perdre de temps, les policiers commencent l'enquête de voisinage. Toutes les personnes présentes dans l'immeuble le mercredi 26 février au matin doivent être interrogées. Le travail des enquêteurs est rendu complexe par le fait que le bâtiment est essentiellement occupé par des cabinets d'avocats et des sociétés de conseil. Il leur faut entendre tous les employés, les clients, mais aussi les coursiers et les livreurs. Tous ont entendu la déflagration, mais n'ont rien vu de particulier, ni remarqué de personnes suspectes. En effet, des dizaines de personnes entrent et sortent de l'immeuble à longueur de journée. On entre ici comme dans un moulin, le digicode n'étant mis en service qu'à partir de 19h. Donc il y a un flux régulier de personnes dans cet immeuble. Les enfants de la victime ont du mal à croire que personne n'ait rien vu. Le temps de descendre tous les escaliers du 5e étage, ça me paraît quand même assez étonnant que personne n'ait regardé par la porte à ce moment-là. Si personne dans l'immeuble n'a directement vu le tueur, il s'est tout de même passé des choses étranges ce matin-là.
40 minutes avant le crime, la concierge remarque un agent de l'EDF qui traîne dans la cour. Elle est intriguée car elle n'a pas été informée de sa venue. J'ai trouvé bizarre, habillé en agent d'EDF, donc ça m'a tiré un peu l'attention. J'ai appelé le syndic, ils m'ont dit non, aujourd'hui, rien, personne n'allait passer chez vous. Il a fait le tour vers côté service, il traverse la cour, mais j'ai pas vu son visage. L'enquête n'a jamais permis de retrouver cet énigmatique agent de l'EDF, ni de comprendre pourquoi il était présent dans l'immeuble. Le témoignage de la gardienne ne s'arrête pas là. Elle ajoute qu'au moment où elle s'apprêtait à monter dans les étages pour faire sa distribution de courrier, une représentante en parfum s'est présentée à la porte de sa loge. Ça a duré 5 minutes, j'ai rien acheté. Encore un truc bizarre. Elle me vendait les parfums, mais elle m'a jamais regardé dans les yeux. Je peux pas vous dire de quelle couleur c'était ses yeux. Physiquement, 70 kilos, 1m65, et elle avait les cheveux un peu clairs. 10h45, le coup de feu retentit. À l'instant même, la jeune femme déguerpit, sans demander son reste, comme si elle savait ce qui venait de se passer. Les enquêteurs de la brigade criminelle vont faire un travail minutieux et fastidieux qui va être celui de rechercher cette vendeuse de parfums et notamment d'aller voir toutes les concierges de ce quartier du 16e arrondissement pour savoir si ils avaient croisé la jeune femme dont ils avaient les caractéristiques, jeune femme blonde, bien habillée. Et ce qui est absolument stupéfiant, c'est qu'aucune des concierges de l'arrondissement ou au moins du quartier n'a jamais été contactée ou en relation de quelque manière que ce soit avec une vendeuse de parfums. S'agit-il d'une complice chargée de bloquer la gardienne dans sa loge? Possible. Le mystère reste entier sur ce point, car cette vendeuse de parfums n'a toujours pas été identifiée. Une fois les témoignages recueillis dans le bâtiment, les hommes de la crime élargissent le champ de leurs investigations. Commerçants, riverains, habitants des immeubles voisins sont interrogés. La brigade criminelle ne trouve pas de témoins. Aucune information susceptible de faire avancer l'enquête sur le meurtre de Francis Imbard n'est recueillie. Mais 3 jours après le meurtre, Julie, la fille de la victime, se présente au 36 quai des Orfèvres pour faire part d'un témoignage qu'elle a recueilli et qui pourrait tout accélérer. Le lendemain des faits, elle s'est rendue au Brésil tropical, le dîner-spectacle créé par son père. Je parle à différentes personnes et là, il y a une de ses employées qui me dit « Julie, il faut absolument que je te parle, viens avec moi ». Et elle s'enferme dans un bureau avec moi. Elle me dit « Julie, voilà, j'étais en bas de l'immeuble quand ça s'est produit. Je l'ai vu. J'ai vu l'homme qui a tué ton père. Moi, je pars, mais pas le cœur léger, c'est pas le mot, mais en me disant, c'est bon, l'affaire est réglée, on va mettre quelqu'un en prison pour ce qu'il a fait. » Ce témoin inattendu est une jeune Brésilienne prénommée Sueli. Elle raconte à Julie qu'elle était venue pour apporter du courrier à la victime. Et alors qu'elle s'apprêtait à rentrer dans l'immeuble, elle a vu sortir un homme. Elle est sûre qu'elle a vu le tueur et qu'en plus elle le connaît. Sueli est convoquée sur le champ à la police judiciaire. Et là, retournement de situation. Devant les policiers, elle change de version. Elle n'est plus sûre de rien et n'a finalement pas vu grand-chose. Une confrontation entre Sueli et Julie est organisée. Là, très clairement, elle me dit « Tu m'as mal comprise, c'est peut-être mon accent brésilien. » C'est pas une histoire d'accent brésilien. Tu m'as même fait le geste en disant « Je l'ai vu. » Et ça, je ne changerai pas d'avis sur l'histoire. Elle me l'a dit. Et donc, ça n'a rien donné, la garde à vue, et ils l'ont laissée sortir. Et peu de temps après, d'ailleurs, elle a disparu dans la nature. Dès le début de l'enquête, de nombreux mystères semblent s'accumuler. Un tueur qui descend 5 étages sans être vu, un agent EDF jamais retrouvé, une étrange représentante en parfum, une employée brésilienne qui revient sur un témoignage crucial. La brigade criminelle de Paris va maintenant orienter ses recherches sur le mobile du crime. Les policiers vont alors faire ce que l'on appelle une enquête de personnalité pour tout savoir sur la vie de Francis Imbard. Francis Imbard n'a pas eu une vie ordinaire. Il est né le 16 juillet 1944 à Laudun, dans le Gard. Il grandit à Marseille, dans une famille d'industriels qui lui a transmis le sens des affaires, le goût d'entreprendre et la volonté de réussir. Francis Imbard poursuit des études brillantes et obtient une agrégation de mathématiques. À l'université, il rencontre la femme de sa vie, Dominique, qu'il épousera peu après. C'est en 1977 que naissent leurs jumeaux, Julie et Lionel.
quelqu'un qui était assez impressionnant, mais dans l'envers du décor, c'était quelqu'un plutôt affectif. Oui, c'est sûr que c'était un père qui était là aussi pour tout le côté divertissement, des sorties en famille. Il contrôlait moins les devoirs, c'était plutôt le rôle de maman. Et dès qu'on avait quelque chose à faire d'amusant, c'était papa qui s'y collait. Il est un temps enseignant, mais ses méthodes peu orthodoxes le poussent à quitter l'éducation nationale. Francis Imbard devient alors commercial dans une grosse société américaine de microfilms. La réussite lui faisant pousser des ailes, il se lance dans les affaires. Avec son associé, il rachète des sociétés à bas prix pour les remettre à flot. Le duo fonctionne à merveille. De 80 à 90, nous avons constitué un groupe qui, en francs de l'époque, dans les années 90, devait faire 450 millions de francs et une vingtaine de sociétés réunies autour d'une holding. En 1987, il rachète Télématique France, une entreprise toulousaine qui exploite un objet phare des années 80, le Minitel et ses innombrables 3615. Parmi la clientèle que nous avions à l'époque, à travers le rachat de cette société, se trouvait le leader des prestations de services ou des éditions de services dans le domaine de la communauté gay. Ce leader s'appelle David Girard, un entrepreneur qui a senti tout le potentiel du business gay et qui a construit un véritable empire. Mais en 1990, David Girard meurt du sida. Francis Imbard rachète alors son groupe. Il fait une énorme plus-value quelques années plus tard, quand il revend l'empire Girard. Francis Imbard est désormais un homme très riche. Tout semble lui réussir. Il aime sa vie de famille dans les plus beaux quartiers parisiens et ne se prive d'aucun plaisir. Le nouveau défi de Francis Imbard naît d'une rencontre avec un certain Jean-Marc Berger, figure de la nuit gay, qui rêve d'ouvrir le Brésil tropical, un dîner-spectacle brésilien à Paris. Mais malade du sida, ce dernier ne pourra pas mener son projet à terme. Francis est parti sur un concept initié par Jean-Marc Berger, mais est parti complètement à zéro. Donc il a fallu investir fortement pour créer au départ. L'ensemble des locaux ont été dédiés à un dîner-spectacle de type brésilien. Le concept a évolué par la suite, mais il a dû investir quelques millions de francs en l'espace de 2-3 ans pour arriver à créer ex abrupto ce concept. Francis Imbard se lance à corps perdu dans l'aventure et s'endette lourdement. Il transforme de vétustes salles de squash situées sous la dalle de la tour Montparnasse en un gigantesque restaurant de 550 couverts. Tout ce qu'il entreprenait, il le réussissait. Et il voulait pas se rater. Et il pensait qu'il y arriverait. Le Brésil tropical ouvre ses portes en 1996. Il voulait en faire le nouveau Lido, mais brésilien, à Paris. C'était un peu son but. Juste à côté du dîner-spectacle, Francis Imbard décide de créer une boîte de nuit pour toucher un plus large public. Il voulait faire quelque chose qui marche. Il disait tout le temps, je veux que ce soit d'enfer ici. Donc ce soit un lieu fantastique. Et à chaque fois, il disait, ça sera quelque chose d'enfer. Ça revenait constamment. Donc un jour, il a dit, on va l'appeler l'enfer. Le Brésil tropical tourne à plein régime. L'enfer est devenu le temple de la techno house parisienne. Francis Imbard a encore une fois ramassé la mise. Mais le quinquagénaire s'étourdit auprès de cette jeunesse qui fait la fête. Sa réussite fulgurante l'a peut-être rendu trop sûr de lui. Il travaille jour et nuit et s'épuise, ce qui inquiète ses proches. J'ai vu l'homme être de plus en plus stressé, être de plus en plus fatigué. Je le questionnais un petit peu parce que j'avais quelques échos à droite et à gauche. Francis était un petit peu hâbleur, un petit peu frimeur, donc se trouvant seul à son compte, vis-à-vis d'anciens associés que je pouvais être, il ne me disait pas forcément tout. Reste un homme fascinant, dont ses enfants gardent une très belle image. Quelqu'un de très généreux, attentionné. Quelqu'un de très charismatique. J'étais très fier de lui, c'est sûr, de sa réussite. Je garde un souvenir de quelqu'un, en tout cas, que j'aimais très fort et qui donnait beaucoup d'amour autour de lui. L'image que je garde de mon père, c'est juste le meilleur des pères. Une image de père, c'est pas une image de patron de boîte. Ça restera jamais comme ça.
Homme élégant et charismatique, Francis Imbart est un séducteur né, tant dans sa vie professionnelle que privée. Séparé de son épouse Dominique, Francis Imbart découvre la vie libre du milieu de la nuit. Il aime la compagnie des jolies femmes et multiplie les conquêtes. Les enquêteurs de la brigade criminelle vont évidemment se plonger dans cet aspect de sa vie privée. Ils vont effectivement se rendre compte que Francis Imbart mène une existence sentimentale qui parfois a été plus ou moins agitée. Et donc évidemment, on ne peut que se demander à ce moment-là s'il n'existe pas une maîtresse, ou deux, ou plusieurs, ou d'autres, etc., dont les relations sentimentales auraient été trahies, bafouées, ou qui auraient pu trouver un intérêt à attenter à la vie de Francis Imbart. 2 relations amoureuses émergent des recherches de la police. 2 femmes qui, de par la nature et la durée de leur relation avec la victime, pourraient avoir eu un mobile passionnel. La première, les enquêteurs la connaissent déjà. Ils l'ont même entendue comme témoin potentiel du crime. Il s'agit de Sueli, la brésilienne hôtesse d'accueil du Brésil tropical, qui a, un temps, dit avoir reconnu le tueur de Francis Imbart. Sueli est une jeune fille, probablement jolie fille parce que le métier le veut et que ces établissements-là le veulent également. Et cette jeune fille va probablement entretenir une relation privilégiée avec M. Imbart. Leur relation est en effet privilégiée. M. Imbart loge son employé dans un appartement qu'il loue avenue Victor Hugo, tout près de chez lui. Sueli est interrogé sur sa relation avec la victime. On va vérifier ses emplois du temps, on va vérifier ses alibis, on va vérifier son train de vie et ses relations avec Francis Imbart. On ne voit pas de motif. Et a priori, non plus dans la téléphonie mobile ou les messages qui auraient pu être échangés, aucun élément qui indiquerait qu'elle aurait eu l'intention à un moment ou à un autre de se venger de quoi que ce soit de Francis Imbart. La piste Sueli se referme. Les enquêteurs s'intéressent alors à la seconde relation amoureuse de la victime. Cette femme, c'est la maîtresse officielle de Francis Imbart, qui est aussi son avocate. En interrogeant les proches de la victime, les policiers se rendent compte que le couple ne va pas très fort. Des témoins qui viennent dire que la relation entre ce couple était en train de battre de l'aile sérieusement et qu'on était probablement proche de la rupture. Un mobile amoureux commencerait à se dessiner. Il faut absolument déterminer où était cette femme au moment précis des faits. L'enquête établit que le 26 février au matin, elle travaille à son cabinet. Dans les minutes qui suivent le meurtre, la femme de ménage des Imbart l'appelle pour lui dire que quelque chose de grave est arrivé. Elle se précipite au 50 rue Copernic. Sur place, elle a un comportement qui peut sembler curieux. Elle va enjamber mon père, prendre l'agenda de mon père, et là, elle disparaît donc dans la cuisine. L'agenda dont l'avocate s'est emparée n'est pas un simple carnet de rendez-vous. C'est un agenda en cuir, mais il y avait, je pense, son double en feuilles volantes à l'intérieur. Papa nous a toujours montré cet agenda en nous disant, avec ça, vous pourrez aller au bout du monde. Il y a tout dedans. Probablement que dans cet agenda, il y avait beaucoup d'informations, on peut imaginer, c'est une hypothèse, mais qui me semble être la plus pertinente, qu'il y avait beaucoup d'informations quant aux comptes bancaires ou en tout cas des informations de nature financière. La maîtresse quitte les lieux. En descendant, elle s'arrête dans un cabinet d'avocats pour emprunter un téléphone et passer un coup de fil, plutôt que d'utiliser son téléphone portable personnel. Dans les heures qui suivent, elle va se rendre dans un établissement bancaire, va probablement vider un coffre auquel elle avait accès, mais appartenant à Francis Imbart. L'addition de tous ces éléments pourrait rendre la maîtresse pour le moins suspecte. Les enquêteurs l'ont interrogée à maintes reprises, mais sans résultat. Leurs investigations n'ont jamais permis d'établir un lien entre l'avocate et le meurtre de Francis Imbart. Après avoir écarté la piste passionnelle, les enquêteurs vont se tourner vers l'univers professionnel de la victime. Francis Imbart est le patron du Brésil tropical, un dîner-spectacle très en vogue, et de l'Enfer, une immense discothèque branchée. En très peu de temps, il est ainsi devenu une personnalité du monde de la nuit parisienne. Un milieu où la concurrence fait rage, où le succès attise les convoitises et où les conflits se règlent dans la violence. La nuit, un monde qui fascine, qui brasse beaucoup d'argent. Un monde d'insouciance où se croisent des personnes de milieux totalement différents. La fête, l'ivresse jusqu'aux premières heures du matin.
bien qu'il n'ait aucune expérience en la matière. C'est dans ce monde que Francis Imbart décide d'investir. C'était quelqu'un à qui rien ne faisait peur. Et ce genre de challenge était plutôt quelque chose qui l'amusait. Et ça le sortait certainement d'un quotidien industriel qui devait lui peser un petit peu. Francis s'approchait de la cinquantaine, il avait la pêche, il avait encore une bonne forme physique, une bonne forme intellectuelle. Et puis il s'éclatait dans ce nouvel univers. Il fait ça pour le plaisir, il fait ça parce qu'il aime. Ça, je m'en souviens. Il aime cette ambiance, il aime la fête. Pour réussir, Francis Imbart veut toucher tous les publics. La clientèle du Brésil tropical, c'est plutôt des comités d'entreprise qui organisent des dîners. Mais c'est absolument pas la même clientèle que l'Enfer. Où l'Enfer, c'est un très grand mélange de tous les genres. Les drag queens, les mecs des banlieues, des gens du 16e. C'était vraiment, il y avait tous les genres qui se mélangeaient parce qu'il y avait une très très bonne musique techno. Et c'est lui qui va relancer l'after parisienne. On draine du monde, il fait venir de gros artistes. Il y a des queues phénoménales, on parle de l'Enfer dans tout Paris. L'Enfer est un établissement hyper rentable. Tous les week-ends, des milliers de clients y viennent danser et s'enivrer. Les recettes sont faramineuses, notamment en liquide. Cet argent liquide, il va au bout d'un moment, lorsque ces établissements vont très bien fonctionner, eh bien, attirer d'autres. Les requins du milieu de la nuit. Ceux que ne connaissait probablement pas encore Francis Imbart parce qu'il n'était pas de ce milieu-là. C'était pas du tout un professionnel, pour lui c'était un monde étrange qu'il a découvert un peu à ses dépens. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans les mois qui suivent l'ouverture de la boîte de nuit, des voyous attirés par cet argent liquide s'en prennent directement à la famille de Francis Imbart, alors qu'il est absent de son domicile. Le 18 décembre 1996, dans leur appartement de la rue Copernic, Lionel et Julie sont séquestrés par 3 individus armés, 2 hommes et une femme. La femme avait une perruque un peu Cléopâtre, comme dit Julie, c'est-à-dire avec une frange au carré. Et les 2 hommes, petits. Il y avait un homme de petite taille et un autre plutôt très costaud, genre rugbyman. Ils veulent le code du coffre-fort familial. Je me retrouve menacé de me prendre une balle dans la tête devant ma sœur. On avait vu leur visage, on était persuadés qu'on allait mourir. Donc, quitte à mourir, autant pas leur donner satisfaction. Là, avec mon frère, on essayait d'être en paix avec nous-mêmes parce qu'on pensait qu'on allait mourir assez rapidement. Donc, je lui disais que je l'aimais, il me disait qu'il m'aimait. Et en même temps, on espérait que ça se termine plus vite parce qu'on savait que maman allait rentrer bientôt. Et finalement, maman rentre. Ils lui ont dit si tu nous donnes pas le code du coffre, on éventre tes enfants. Une demi-heure plus tard, on entend la porte qui claque. Donc je me dis qu'ils sont partis. Et je me lève tout de suite et je vois ma mère arriver à cloche-pied parce qu'elle était attachée pieds et poings liés en nous disant ils ont tout pris, ils ont tout pris. Même si physiquement tout le monde va bien, cette séquestration a traumatisé les jumeaux et leur mère. Quand Francis Imbart apprend ce qui vient de se passer, il a une réaction viscérale, celle d'un père qui a eu peur. J'ai pas eu du réconfort de la part de mon père ce jour-là parce qu'il était en colère contre moi que je refuse de donner le code du coffre. Il me dit ce qui est plus important c'est la famille, l'argent on s'en fout, c'est matériel. Il faut que tu donnes, enfin si quelque chose t'arrive, tu donnes tout et vraiment tu te protèges. Et il était très très en colère de ce qui nous arrivait. La famille dépose plainte, une enquête est menée, sans résultat. On lui a dit, voilà, c'est évidemment lié au milieu de la nuit, aucun doute sur le sujet, quoi. On lui a tous dit, c'est pas sain, c'est pas bon, arrête ça, nous on veut pas de cette vie-là. Francis Imbart n'est pas homme à courber l'échine, hors de question pour lui de renoncer au monde de la nuit. Il est persuadé que ces voyous très bien renseignés l'ont été par des membres de son personnel de l'époque. Papa disait ça vient peut-être d'une des personnes de la sécurité, mais on ne savait pas qui. D'ailleurs, c'était un moment où la sécurité changeait au Brésil tropical. C'était l'ancien responsable de la sécurité était évincé petit à petit par un des nouveaux videurs du restaurant. L'équipe de sécurité est la clé de voûte de la gestion d'un établissement de nuit. Mais elle peut aussi en être le talon d'Achille. Effectivement, ça peut être un moyen de racketter un établissement ou en tout cas de faire pression sur un établissement de manière légale. Une fois que ces sociétés de sécurité, ou ces gens qui sont soi-disant censés assurer la sécurité, décident de prendre la main sur l'établissement, eh bien il est quasiment impossible de s'en défaire. C'est exactement ce qui se passait à l'Enfer, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe de sécurité. Il y a des gens en qui il avait au départ confiance,
qui se sont proposés et qui se sont installés, qui en fait ont gangréné l'établissement complètement, et qui vont prendre le contrôle physiquement de l'établissement, ils sont présents tout le temps, et ils vont contrôler notamment, vous l'imaginez bien, les entrées et les sorties, c'est-à-dire la caisse, les recettes, les espèces. Francis Imbart est comme dépossédé. Donc là, il n'était plus du tout maître de son établissement, puisqu'ils avaient même fait une double billetterie à son insu. Et ils organisaient des soirées sans son accord. Raquettes, extorsion de fonds, quand on ne va pas plus loin. Francis était quelqu'un de tellement gentil qu'il s'est laissé un petit peu faire, et puis après, c'était trop tard. Hein. Ils avaient la main mise sur lui. Le patron pense qu'il va pouvoir reprendre la main. Son inexpérience dans le monde de la nuit le rend peut-être un peu naïf. C'est un garçon d'un éternel optimisme et qui disait, de toute façon, quels que soient les ennuis que j'ai, je vais toujours rebondir. Mais les relations avec l'équipe de sécurité se tendent. La situation s'aggrave au fil du temps. D'un endroit où il faut être vu, l'enfer devient une boîte de nuit malfamée. Je ne sais pas, quand vous êtes responsable d'un établissement, le service de nuit, je parle, pour les incidents, il faut les gérer. Et eux, au lieu de les gérer, ils les laissent se développer. Mars 2001, première overdose mortelle. Un client fait un arrêt cardiovasculaire dans l'établissement. Octobre 2001, lors de la soirée d'Halloween, agression sanglante à l'arme blanche. Décembre 2001, deuxième overdose. La brigade des stupes fait une descente dans la boîte de nuit. Des produits stupéfiants sont saisis. La sanction tombe, sévère. 2 fermetures administratives de 6 mois. Francis Imbart comprend que l'heure n'est plus aux arrangements. Il licencie purement et simplement l'équipe de sécurité qu'il tient pour responsable de tous ces problèmes. En juin 2002, la boîte de nuit, rebaptisée le Red Light, réouvre ses portes avec une nouvelle équipe. Mais pour Francis Imbart, les ennuis sont loin d'être terminés. 14 juillet 2002, mon père se rend au bureau justement le dimanche matin pour faire les comptes. Et des personnes qui s'étaient laissées enfermer dans la boîte de nuit l'attendent et vont le passer à tabac pour qu'il ouvre le coffre. Papa leur tient tête et il se fait rouer de coups. Je pense que le but était de le tuer à ce jour-là, parce qu'il était vraiment entre la vie et la mort après cette agression-là. Francis Imbart dépose plainte. Il fait prendre des photos de ses blessures pour garder une preuve de la violence de l'agression dont il a été victime. Il s'en sort, les côtes cassées, le genou abîmé, tellement tapé à la tête qu'il a eu jusqu'à sa mort des problèmes d'équilibre à l'oreille interne, les yeux injectés de sang, le nez cassé, enfin, massacré. Il a des cicatrices de partout, des bleus partout. J'ai presque du mal à le reconnaître. Tout simplement, je lui dis, papa, faut arrêter. Là, c'est vraiment... ça va trop loin. Je lui dis, Francis, est-ce que tu veux qu'on te protège, qu'on te passe l'assistance ? Il a pris ça d'une façon très légère. Il n'y a pas cru. Francis Imbart ne veut pas croire au sérieux de la menace. Par excès d'orgueil ou de fierté, il refuse de jeter l'éponge. Quand il dit arrête, il dit ça va, je suis plus intelligent que ça, je suis plus intelligent que ces gros bras. Et voilà, mais face à une arme à feu, on a beau être intelligent, ça arrête pas les balles, quoi. L'agression d'une extrême violence dont Francis Imbart a été victime n'a eu lieu que 8 mois avant son meurtre. Et si ce passage à tabac avait été un ultime avertissement pour faire plier le patron de boîte de nuit? Les policiers vont maintenant s'intéresser de près à l'ancienne équipe de sécurité de l'établissement. Et un individu en particulier va retenir toute leur attention. Sa relation avec Francis Imbart remonte à plusieurs années. Mais ce qui était au départ une vraie histoire d'amitié va dégénérer en conflit d'intérêts impitoyable. Au nom du respect de la présomption d'innocence, nous avons choisi de modifier le prénom de l'individu suspecté. Nous l'évoquerons dès lors sous le patronyme de Samir. Après l'agression sauvage dont il a été victime le 14 juillet 2002, Francis Imbart part en vacances se reposer dans le sud de la France, avec sa famille. Et je me retrouve avec papa, et je le sens très préoccupé. Il passe des coups de fil toute la journée. Et à un moment, je lui pose cette question, je dis « Mais papa, est-ce que tu sais qui c'est? Est-ce que tu sais d'où ça vient ?» Il me regarde et il me dit « Lionel, c'est Samir qui a fait ça, ça vient de lui. » Qui est cet homme que la victime désigne comme responsable? Âgé d'une trentaine d'années, Samir a grandi en proche banlieue parisienne. Il rencontre Francis Imbart en 1996,
quand ce dernier l'embauche comme videur à l'enfer. C'était un champion d'arts martiaux qui présentait très très bien, que mon père a tout de suite adopté et a eu envie de l'aider. C'est vrai que c'est quelqu'un ce Samir, qui essaye de sympathiser, pas simplement du côté professionnel, mais du côté imbar et familial. Mais ça passe pas avec tout le monde. Julie, tout de suite, n'apprécie pas. Maman, pareil. Francis Imbard n'entend pas les mises en garde de ses proches. Bien au contraire, il croit en Samir et décide de lui mettre le pied à l'étrier. On le voit gravir les échelons au sein de la sécurité, puis ensuite elle devient responsable de la sécurité. Il met en place sa sécurité justement à lui dans le restaurant. Donc effectivement, il prend de plus en plus de place. Il a gagné la confiance de Francis Imbard, probablement qu'il s'agissait de quelqu'un qui était pendant un temps dévoué, pendant un temps loyal, et puis qui prenant petit à petit une place aux côtés de Francis Imbard, eh bien, a considéré qu'il n'est plus question, probablement pour lui, eh bien, de n'être plus que le factotum de Francis Imbard. Et en effet, Samir arrive à ses fins. De factotum, sorte d'homme à tout faire, il devient l'associé de Francis Imbard, en rachetant petit à petit des parts de l'affaire. Il installe des hommes qui lui sont dévoués à tous les postes stratégiques de la boîte. Progressivement, Samir assoit son contrôle. Et rapidement, après son entrée au capital de l'enfer et du Brésil tropical, les affaires vont moins bien. Les recettes sont en chute libre. Le Samir s'empare finalement des fonds en espèces, des gains, des recettes, eh bien, des établissements Brésil tropical et enfer. Et là, ça devient très difficile. Francis Imbard décide de réagir. Il licencie Samir et toute son équipe, bien trop gourmande. Et on a écarté une bonne partie du personnel à l'époque. Et avec son accord, on a refait une nouvelle équipe et essayé de remettre de l'ordre dans l'établissement. Donc ils vont changer toutes les serrures, ils vont donner des papiers à tout le monde pour leur expliquer que Samir et tout son entourage n'étaient plus acceptés dans l'établissement. Je crois que lorsque Francis Imbard a réalisé le danger potentiel du Samir, il était trop tard pour ne pas être dans la confrontation. La confrontation est inévitable. Le ton monte entre Samir et Francis Imbard. Les incidents se multiplient. Dans le personnel, il y en a quelques-uns qui ont été menacés, oui. Bien sûr. Tous ceux qui ne marchaient pas dans le sens de l'ancienne équipe, il y en a qui ont été tabassés aussi, bien sûr. Cette escalade de violence doit s'arrêter. Le 1er août 2002, rendez-vous est pris chez l'avocate de Francis Imbard. Samir propose de racheter le Brésil et l'enfer pour une somme dérisoire. Francis Imbard est catégorique. Il considère l'offre comme une plaisanterie. À la fin du rendez-vous, Samir aurait perdu son sang-froid. Là, il y a des menaces qui sont proférées. Des menaces sérieuses. Et qui sont des menaces de mort. Furieux, Samir n'a plus qu'une idée en tête. Mettre Francis Imbard à genoux financièrement. Il lui envoie des factures pour des prestations de sécurité imaginaires, dont le montant dépasse le 1 million d'euros. Francis Imbard refuse de payer ses factures. Samir devient de plus en plus menaçant. Je crois que pas longtemps avant qu'il soit assassiné, quelqu'un vient le voir et lui confirme que sa vie est en jeu, puisque la personne qui vient le voir, qui est un ancien de la sécurité du Brésil tropical, lui dit que Samir a mis un contrat sur sa tête. Tout se dirige vers lui. Tous les indices, tous les gens qui parlent, soit ils parlent en off parce qu'ils ont peur, mais ils disent tous la même chose. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'enquête, personne ne veut parler. Tout le monde a très très peur de ce Samir. Mais matériellement, sur le jour des faits, eh bien, celui qui est considéré comme étant susceptible d'avoir voulu assassiner Francis Imbard s'est fabriqué un alibi. En effet, Samir a un alibi très solide. Le 26 février 2003 au matin, alors que Francis Imbard est assassiné, le téléphone portable de Samir émet depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ses interlocuteurs, entendus par la brigade criminelle, ont confirmé qu'il était bien au bout du fil. Ne pouvant être à 2 endroits en même temps, il n'a donc pas pu tirer sur Francis Imbard. Néanmoins, 2 éléments sont fort troublants. Tout d'abord, un témoin déclare que Samir lui a annoncé par téléphone la mort de Francis Imbard à 11h30 ce matin-là, soit 3/4 d'heure après le tir. Étrange, aucun média n'a encore évoqué le meurtre. Encore plus étrange, en épluchant sa téléphonie, les policiers s'aperçoivent qu'à midi,
Samir change de carte SIM pour passer un appel énigmatique. Une fois l'appel passé, il réintroduit sa puce habituelle. Drôle de précaution. Une chose demeure certaine. À 13h30, Samir monte dans un avion à destination du Brésil. Le Brésil, où il restera 10 jours en vacances, à Rio de Janeiro. Samir n'a donc pas pu tirer sur Francis Imbard. Mais n'aurait-il pas pu le faire exécuter par un autre? Samir est entouré d'hommes qui lui sont fidèles et qui pourraient lui avoir rendu ce service. Parmi ces hommes de main, on a au moins 2 garçons dont on peut parfaitement imaginer, eu égard au parcours qu'est le leur, à leur personnalité et à la virulence de leur comportement au sein des établissements lorsqu'ils assuraient la sécurité, qu'ils sont tout à fait capables d'être ceux qui auront appuyé sur la gâchette. Le premier, que nous appellerons Pascal, a été embauché par Samir comme veilleur de nuit au Brésil tropical. Rapidement, il devient un de ses plus fidèles lieutenants. Pascal habite à Marseille. Les appels qu'il passe le jour du meurtre sont très intéressants. La triangulation des appels téléphoniques permet de dire qu'on a un garçon qui est quand même très proche du lieu des faits, à des horaires qui, ce matin-là, permettraient à Pascal de s'être rendu sur les lieux ou d'avoir été ou participé à l'opération, à quelque titre que ce soit, guetteur, conducteur d'un véhicule, d'avoir participé effectivement à l'assassinat de Francis Imbard. Entendu au 36 quai des Orfèvres, Pascal se justifie. Il explique aux enquêteurs qu'il est monté à Paris pour quelques jours et qu'il y résidait dans un studio dans le 16e arrondissement. C'est pour cette raison qu'il a borné dans le quartier Copernic. Cela paraît suspect, surtout quand l'enquête finit par démontrer que le pied-à-terre habituel du Marseillais est dans le 12e arrondissement, à l'autre bout de la ville. Pascal, dont on ne saura jamais vraiment ce qu'il venait faire à Paris, dira quand même, en rentrant à Marseille, à un autre témoin, on a fait une connerie à Paris. Puis il ne voudra plus s'étendre sur le sujet. Un deuxième suspect gravitant autour de Samir est identifié comme pouvant être le tireur. Nous l'appellerons Pablo. Véritable homme de main de Samir, Pablo porte toujours un calibre à la ceinture. De nationalité espagnole, ce champion d'arts martiaux est dévoué corps et âme à Samir. Par ailleurs, Pablo est amateur de petits cigares. Faut-il voir une simple coïncidence avec le fait qu'un mégot de cigarillo a été trouvé dans le hall de l'immeuble de la rue Copernic? Pablo est rapidement entendu par la police, à qui il présente un alibi solide. Cet individu vient dire qu'il était en même temps que Samir au Brésil et qu'il a pris l'avion. Mais alors, pas en même temps un autre vol, mais à 2 heures d'écart, enfin 4 heures d'écart, avec Samir pour Rio de Janeiro, et que donc il ne peut pas être l'auteur du crime. Les enquêteurs établissent que Pablo figure bien sur la liste des passagers du vol de 9h15, à destination de Rio. Il serait même accompagné par sa fille. Interrogée, celle-ci confirme les propos de son père. Mais personne ne semble les avoir vus en Amérique du Sud. Un témoignage termine de semer le doute. Une personne dit l'avoir vu le jour des faits à Paris. Donc, est-il vraiment au Brésil? Là, la question se pose vraiment. Il a tout à fait pu être celui qui, dans l'escalier, attendait l'arme à la main, et bien que Francis Imbard sorte de chez lui. Face à toutes ces contradictions, les enquêteurs exigent que Pablo leur présente son passeport. S'il a bien pris l'avion et s'il est arrivé au Brésil, son passeport doit en garder la trace. Finalement, quand il donne son passeport à la police, il n'a aucun tampon sur son passeport d'entrée et de sortie du territoire brésilien. Mais surtout, il présente un passeport qui a une date de péremption 1 mois après le mois de février. Le consulat du Brésil nous a confirmé que les passeports sont systématiquement tamponnés à l'entrée sur le sol brésilien et que pour pouvoir voyager, le document doit avoir une durée de validité égale ou supérieure à 6 mois, à compter du jour du départ. L'alibi de Pablo se fragilise. On en vient à douter qu'il se soit réellement rendu au Brésil avec sa fille, le jour du meurtre. Pablo n'a jamais eu à répondre de ces incohérences qui pourtant mériteraient d'être éclaircies.
Depuis notre première émission, cette affaire a connu de nombreux rebondissements. En 2013, celui que nous avons surnommé Pascal a été mis en examen pour complicité d'assassinat sur la personne de Francis Imbard. Jean-Marc, 10 ans après le meurtre, l'enquête semblait enfin aboutir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé ce que j'ai déjà constaté quand j'étais en activité, ce que nous avons constaté ensemble en faisant cette émission. Une affaire est au point mort pendant des années, le dossier s'enlise, l'enquête n'avance plus. Et puis, un nouveau juge d'instruction est nommé, il reprend l'affaire dans son entier, il reprend l'affaire à son compte, délivre de nouvelles commissions rogatoires et l'affaire repart. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire et c'est ce qui a abouti à la mise en examen de ce fameux Pascal qui était déjà dans le collimateur des enquêteurs depuis un certain temps, qui était déjà suspecté. Malheureusement, les espoirs des enfants de Francis Imbard ont vite été déçus. Oui, car cette mise en examen a été annulée pour vice de procédure à la demande du parquet. Mégare, est-ce que ça signifie que Pascal ne pourra plus jamais être mis en examen dans cette affaire ? Non Arnaud, la situation de celui qui a obtenu l'annulation de sa mise en examen n'est pas forcément figée pour l'avenir. D'une manière générale, quand une partie obtient l'annulation d'un acte dont elle contestait la validité, ça signifie que cet acte est censé n'avoir jamais existé et il est retiré du dossier. Mais le dossier, lui, n'est pas forcément contaminé par l'annulation dans son intégrité et surtout l'enquête se poursuit. Rien n'exclut donc, en tout cas en théorie, que d'anciens éléments non touchés par l'annulation et de nouveaux éléments à charge justifient une nouvelle mise en examen de la personne qui en avait précédemment obtenu l'annulation. J'ajoute que si ce Pascal devait à nouveau être mis en examen, il ne serait pas bien difficile à retrouver. Car entre-temps, on a appris qu'il avait été condamné pour le viol de sa fille et qu'il était en liberté conditionnelle. Il doit donc déclarer son domicile tous les 6 mois. Depuis le début, pas moins de 5 juges d'instruction se sont succédés dans cette affaire. Le premier, qui semble n'avoir pas été très actif pendant 5 ans, a même été dessaisi à la demande de l'avocat de la famille de Francis Imbard. Négard, est-ce que c'est courant que la famille d'une victime obtienne ainsi le dessaisissement d'un juge d'instruction ? Non, c'est plutôt rare. Le dessaisissement d'un juge d'instruction en soi, ça n'est pas inhabituel. Mais en général, ce sera pour des raisons d'organisation interne, de logique de traitement des dossiers. Lorsque par exemple 2 juges d'instruction sont saisis d'affaires différentes concernant un même individu, on demandera pour des questions d'efficacité à l'un de se dessaisir au profit de l'autre. Mais que le dessaisissement du juge d'instruction ait été demandé dans notre affaire par la partie civile pour inertie, ça c'est rare. Et quand un nouveau juge d'instruction est nommé, comment ça se passe ? Est-ce que ça veut dire systématiquement que l'enquête repart à zéro ? Non, absolument pas. Tous les actes d'enquête réalisés jusque-là demeurent dans le dossier et le juge d'instruction nouvellement désigné va en prendre connaissance. Il réexaminera tous les actes, y apportera un regard neuf et poursuivra les investigations telles qu'il l'entend. Jean-Marc, on a beaucoup évoqué Pascal, mais depuis le début de l'affaire, de nombreux soupçons se sont portés sur celui que nous appelons Samir. L'avocat de Julie et Lionel Imbard, Maître Valland, dit qu'il y a urgence et qu'il ne comprend pas pourquoi depuis toutes ces années, Samir n'a jamais été convoqué chez le juge d'instruction. Pourquoi tout est si long dans ce dossier ? C'est difficile à dire, mais il peut y avoir 2 raisons. D'une part, et c'est vrai, les affaires nouvelles passent toujours avant celles qui ne sont pas élucidées. Et puis dans ce dossier, il peut y avoir une seconde raison. Dès le départ, l'instruction s'est orientée vers un règlement de compte entre voyous. Est-ce que certains ne se sont pas dit qu'ils règlent leurs affaires entre eux et n'ont pas considéré que c'était une priorité ? J'espère que ce n'est pas le cas. Cela paraît aberrant, mais pendant 13 ans, les enfants de Francis Imbard, Julie et Lionel, n'ont jamais été reçus par les 4 premiers juges d'instruction pour être tenus au courant des avancées de l'enquête. Négard, comment cette situation insensée est-elle possible ? C'est vrai Arnaud qu'elle peut paraître aberrante, mais il faut vraiment comprendre que c'est le juge d'instruction qui mène l'instruction et que la marge de manœuvre des parties est encadrée par des dispositions légales. La partie civile, par exemple, ne peut pas être reçue par le juge d'instruction comme on reçoit un proche, mais doit être entendue dans le cadre d'une audition de partie civile qui ne peut avoir lieu que si elle est utile à la manifestation de la vérité. Alors ensuite, et comme il s'agit d'une justice rendue par les hommes, c'est vrai que certains magistrats sont plus accessibles que d'autres et donc plus enclins à accorder ce type d'audition. Heureusement, la dernière juge d'instruction, qui a été nommée en janvier 2017, a reçu Julie et Lionel Imbard. Ils ont enfin le sentiment que la justice les prend en considération, eux qui n'ont jamais cessé de se battre pour que le meurtre de leur père soit un jour élucidé.